Marc et Laurie étaient mariés depuis plusieurs années et ils s'apprêtaient à prendre un tournant décisif dans leur vie. Marc avait enfin été accepté à l'université de médecine et un bonheur n'arrivant jamais seul, Laurie venait d'apprendre qu'elle était enceinte. Ils étaient en plein préparatif car ils quittaient leur état pour s'installer en Caroline du Nord où Marc avait été accepté. Malheureusement, quelques jours avant le départ, Laurie va disparaître. Et c'est toute une vie de mensonges et de trahisons qui va être mise en lumière. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Virginie et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Une fois n'est pas coutume, mais je profite de ce petit aparté pour remercier chaleureusement Charlotte Brie pour son soutien et ses nombreux dons sur la chaîne par le biais des Super Thanks qui est une nouvelle fonctionnalité sur YouTube. Vous savez certainement que je n'ai jamais rien demandé, je n'ai jamais demandé de dons, que ce soit par le biais de Utip ou de Tipeee. Aussi, quand je reçois des dons, eh bien, ça me fait particulièrement plaisir. Donc, merci Charlotte et merci aussi à tous les autres car bien évidemment, Charlotte n'est pas la seule. Connaissez-vous des mythos, des personnes qui mentent pour tout et n'importe quoi? Je pense qu'à un moment donné dans notre vie, on a tous été confrontés à ce qu'on appelle plus communément un mytho, en référence au terme de mythomane, qui est un véritable trouble de la personnalité. Je pense qu'on a tous croisé des menteurs. Mais vous allez voir que dans cette affaire, les choses vont prendre une tournure tragique. Mais je ne vous en dis pas plus, et si vous êtes prêts, je vous propose de découvrir ensemble tous les détails de cette triste affaire. C'est en Californie que naît Laurie le 31 décembre 1976. À l'âge de 4 mois, elle et son grand frère Paul sont adoptés par un couple mormon, Thelma et Herald. Elle grandit donc en Californie jusqu'en 1987, à l'époque où ses parents se séparent. Après la séparation, sa mère décide de partir s'installer en Utah. Thelma préfère retourner en Utah, où il y a une grande communauté mormone, mais également de nombreux membres de sa famille. Laurie a alors 11 ans, mais son frère, qui est en fin d'adolescence, se prépare à partir en mission. C'est un peu comme un rite de passage chez les Mormons, tous les jeunes hommes de 19 à 26 ans doivent partir en mission à l'étranger. Ils quittent alors leur famille pour 2 ans et durant tout ce temps, ils œuvrent pour l'Église afin d'essayer de convaincre de nouvelles personnes de rejoindre leur mouvement. Pour Paul, qui était sur le point de finir le lycée et de partir en mission, le plus simple était qu'il reste en Californie avec son père. Thelma et Laurie partirent donc toutes les deux seules pour l'Utah. Durant cette période, Laurie et sa mère se rapprochèrent beaucoup car elles se retrouvaient à présent seules toutes les deux. Laurie s'inscrivit au lycée à Salt Lake City. C'était une jeune fille très simple, gentille et très appréciée de tous ses camarades. Elle était très populaire et elle avait même été élue déléguée de sa classe à plusieurs reprises. Elle était aussi une fille très sportive qui adorait jouer au baseball. Cependant, Laurie et sa maman ne roulaient pas sur l'or et pour soutenir financièrement cette dernière, parallèlement à ses études, elle avait trouvé un petit job dans un centre de lavage auto. Laurie était une jeune fille sérieuse et responsable et elle aidait comme elle le pouvait sa maman. C'est au lycée qu'elle rencontra Mark Hacking. Tout comme elle, Mark appartenait à la communauté mormone. Il était né le 24 avril 1978 dans une grande famille. Ses parents, Doug et Janet, avaient eu 7 enfants. Mark avait donc 3 frères, Lance, Chad et Scott, et 3 sœurs, Tiffany, Sarah et Julie. Il était le 5e de la fratrie. Sa famille appartenait donc à l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. La religion était très importante pour eux. Son père était un pédiatre très renommé et apprécié dans la communauté, ce qui conférait à la famille une certaine aura sociale. De plus, les revenus confortables de son père permettaient à la famille de ne manquer de rien. Ainsi, ils vivaient tous dans une grande maison. Tous les enfants étaient brillants et ils avaient chacun leur talent, leur point fort dans leur domaine de prédilection. La famille accordait beaucoup d'importance à l'image qu'elle renvoyait au sein de la communauté. C'était important pour eux d'être une famille reconnue et appréciée. Mark était un petit garçon avec de jolies boucles rousses et des taches de rousseur et il ne passait pas inaperçu.
C'était un petit garçon très actif, il avait besoin de se dépenser, c'était pas le genre de petit garçon à rester enfermé toute la journée à la maison. Lui, ce qu'il aimait, c'était bouger, sortir et il appréciait particulièrement les randonnées en pleine nature. Marc était un petit garçon plein de vie qui aimait particulièrement faire rire les autres et il ne manquait pas d'imagination. Il était toujours prêt à faire son intéressant pour amuser la galerie. Il était d'ailleurs décrit comme le clown de sa classe. Parfois, pour attirer l'attention, il pouvait même faire des choses stupides. Par exemple, souvent, il lui arrivait de faire croire qu'il était tombé, il se badigeonnait la tête de terre, ou alors il se balançait sur sa chaise jusqu'à complètement basculer et ainsi faire rire tous ses camarades. Aussi, ce que vous devez savoir sur Marc, c'est que dès son plus jeune âge, il avait toujours eu tendance à mentir, que ce soit pour faire rire les autres, pour éviter d'avoir des problèmes, ou alors pour se rendre intéressant. Depuis sa plus tendre enfance, il avait toujours ressenti une sorte de pression, il se devait d'être à la hauteur, il devait être aussi performant que ses frères et sœurs. Alors je ne peux pas vous dire si cette pression était directement exercée par ses parents ou si c'est lui qui se la mettait tout seul, mais quoi qu'il en soit, vous verrez que cela jouera un rôle dans sa personnalité et le déroulement des événements. Fidèle à lui-même, c'est en faisant son intéressant qu'il attira pour la première fois l'attention de Laurie. Laurie et Marc fréquentaient le même lycée, mais ils n'étaient pas dans la même classe car Marc était un petit peu plus jeune qu'elle. Un jour, Laurie et son groupe d'amis étaient partis passer la journée au bord du lac. Marc et ses amis avaient aussi eu de leur côté la même idée. Le soir, les deux groupes s'étaient réunis autour d'un feu de camp et Marc, encore une fois pour attirer l'attention, avait tenté de sortir une bûche du brasier à main nue et bien évidemment, il s'était brûlé. Laurie, qui était connue pour sa gentillesse, s'était gentiment proposé de le soigner. Elle n'avait jamais vraiment fait attention à Marc, mais le feeling passa immédiatement et les deux jeunes gens passèrent la nuit à discuter. Le lendemain matin, la magie avait opéré. Après cette soirée, ils devinrent inséparables, c'était le début de leur histoire d'amour. Aux yeux de tous, ils formaient un joli couple, tous les deux étaient très appréciés, Laurie pour sa gentillesse et Marc pour sa bonne humeur. À 19 ans, comme tous les autres jeunes hommes mormons, Marc partit en mission. Comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, la mission dure généralement 2 ans et durant tout ce temps, les jeunes hommes sont sous la surveillance d'autres membres de l'Église. Ils doivent couper tout lien avec leur famille et ne sont autorisés à leur téléphoner que lors de jours de fête comme Noël ou la fête des mères. Durant cette période particulièrement, mais tout au long de leur vie, ils sont soumis à un certain nombre de règles telles que ne pas fumer, ne pas boire d'alcool, ne pas regarder la télévision. La musique et le cinéma est également proscrit, seule la lecture est autorisée et durant cette période, ils n'ont pas le droit d'entrer en contact avec le sexe opposé. Au début, tout se passait pour le mieux pour Marc, de nature extravertie. Il était vraiment très doué pour entrer en contact avec les gens et il réussissait mieux que les autres à convertir de nouveaux adeptes. Seulement voilà, le soir, après avoir œuvré toute la journée à faire du prosélytisme pour l'église mormone, Marc était logé dans une ville universitaire entouré de plein d'autres jeunes. Pour lui, c'était une nouvelle vie, une nouvelle liberté, avec aussi beaucoup de tentations. Pour la première fois, il se retrouvait loin de sa famille, loin de leur surveillance. Il avait l'impression de ne plus ressentir toute cette pression familiale. Le soir, il était juste un jeune parmi tant d'autres. C'est ainsi qu'il va commencer à mener une double vie. Il y avait le Marc mormon avec sa petite amie, fils d'un très respecté médecin de la communauté, très actif à l'église, et le soir, il y avait le Marc anonyme, fêtard parmi tant d'autres jeunes qui buvaient, fumaient et avaient des aventures. Il enfreignait donc toutes les règles. Alors que Laurie, folle amoureuse de lui, l'attendait sagement à la maison, lui profitait de cette nouvelle liberté. Très sociable, il s'était fait un groupe d'amis, il sortait et draguait des filles. Il rencontra d'ailleurs plusieurs filles, dont une avec laquelle il eut certainement une liaison. Malheureusement pour lui, 11 mois avant la fin de sa mission, ses frasques nocturnes furent découvertes par certains autres membres de la communauté présents à Winnipeg. La sanction fut immédiate, Marc fut renvoyé chez lui plus tôt que prévu. Alors là, vous devez bien vous rendre compte que lorsqu'un jeune mormon est renvoyé chez lui car il échoue à sa mission, c'est une véritable honte pour la famille car cela implique que les parents n'ont pas su correctement l'élever, le guider afin qu'il devienne un bon adulte qui respecte les règles, les préceptes de leur religion.
Aussi, pour éviter de jeter le discrédit à sa famille et aussi certainement pour éviter d'avoir à assumer ses écarts et ses erreurs, comme il le faisait depuis son plus jeune âge, Mark mentit à ses parents et à Laurie. Il leur raconta qu'il avait été victime d'un quiproquo, il s'était retrouvé dans un groupe et il avait été associé injustement à eux, et c'est la raison pour laquelle il avait été renvoyé plus tôt que prévu à la maison. Aussi gros que cela puisse paraître, ces mensonges auprès de sa famille et de Laurie passèrent comme une lettre à la poste. Après, peut-être que cette version était aussi plus confortable pour eux. De retour chez lui, il reprit sa vie comme si de rien n'était, il s'inscrivit à l'université et continua sa relation avec Laurie. En 1999, alors qu'elle était sur le point de terminer ses études, Laurie et Mark se marièrent. Ils avaient tout du couple idéal, ils étaient très appréciés dans la communauté et leurs amis savaient à quel point Laurie était amoureuse de lui. Elle avait l'impression de vivre la vie dont elle avait toujours rêvé. De plus, Mark savait se faire apprécier, il renvoyait l'image d'un petit ami puis d'un jeune époux très attentionné. Laurie avait toujours rêvé d'épouser un homme qui l'aimerait pour ce qu'elle est et qui appartiendrait lui aussi à la communauté. Elle voulait fonder sa propre famille, avoir des enfants, et tout semblait aller dans ce sens. Une vie heureuse se profilait à l'horizon. Cerise sur le gâteau, Thelma appréciait beaucoup Mark, elle voyait sa fille heureuse à ses côtés et lui savait se faire apprécier. Il était toujours présent pour sa belle-mère, prêt à l'aider à effectuer quelques petits travaux de réparation dans son appartement, prêt à l'aider à terminer ses mots croisés. Il semblait être le gendre idéal. Mark était d'ailleurs décrit par tous comme quelqu'un de gentil et de serviable. Par exemple, c'était le genre de personne à toujours s'arrêter lorsqu'il voyait quelqu'un sur le bord de la route en panne ou qui avait besoin d'être secouru. Il s'occupait du catéchisme des enfants à l'église, il était toujours très serviable et volontaire. Quelques mois après son mariage, Laurie obtint son diplôme avec mention et elle trouva rapidement un poste d'assistante commerciale chez Wells Fargo. Mark, lui, rêvait d'être médecin comme son père. C'était de longues études aussi, alors que Laurie était à présent entrée dans la vie active, lui était toujours étudiant. Il travaillait tout de même à temps partiel dans un hôpital local en tant en quelque sorte qu'aide-soignant en unité psychiatrique. Ce n'était qu'un petit boulot, mais cela lui permettait d'apporter sa petite contribution au foyer. Nous arrivons donc en 2004, Mark et Laurie étaient mariés depuis environ 5 ans, Laurie travaillait toujours chez Wells Fargo et tout semblait se passer pour le mieux dans le couple. Mark, lui, qui était à présent âgé de 26 ans, était toujours étudiant. De ce que j'ai compris, et n'hésitez pas à me dire en commentaire si je me trompe, mais il me semble qu'aux États-Unis, pour pouvoir entrer dans une école de médecine, il faut avoir au préalable passé un prédiplôme, et Mark en était toujours à ce niveau-là. Et c'est d'ailleurs cette année-là qu'il obtint enfin son diplôme lui permettant d'entrer à l'université de médecine. À présent, il allait enfin pouvoir réaliser son rêve et c'est en Caroline du Nord qu'il avait été admis à l'école de médecine pour y étudier l'oncologie. Toute sa famille était ravie pour lui, tout le monde savait que c'était son rêve. Laurie, qu'il soutenait toujours, était partagée entre plusieurs sentiments. D'un côté, elle savait que c'était le rêve de Mark qui se réalisait, mais d'un autre côté, elle était assez triste de devoir quitter son état. C'est là qu'elle avait ses amis, sa famille, son travail, toute sa vie était en Utah. Le grand déménagement arrivait à grands pas et le couple avait prévu une fête d'adieu. Et comme un bonheur n'arrive jamais seul, Laurie venait de découvrir qu'elle était enceinte. Mark en était ravi, tout allait donc pour le mieux pour le couple qui s'apprêtait à prendre un virage décisif dans sa vie. Mais alors qu'elle vivait ces derniers jours dans un boulot qu'elle appréciait particulièrement, il se passa un petit incident. Le 16 juillet, elle passa un coup de téléphone qui sembla la bouleverser. Tant et si bien que ce jour-là, elle quitta son travail plus tôt que prévu, en pleurs sans donner d'explication. Ses collègues de travail furent assez surpris et inquiets car ce n'était absolument pas dans ses habitudes, mais personne ne sut ce qu'il s'était réellement passé lors de ce curieux appel. 2 jours plus tard, le couple fit donc une grande fête pour célébrer leur départ pour la Caroline du Nord et les collègues de travail de Laurie furent rassurés de la voir souriante et heureuse ce jour-là. Le lendemain de cette soirée de fête, à 10h07 du matin, Mark contacta la police. Il était inquiet. Ce matin-là, sa femme s'était rendue au Memory Grove Park pour y faire son jogging. Mais elle n'était pas revenue.
Il avait alors tenté de la contacter, de contacter sa mère et ses collègues de bureau, mais personne ne l'avait vue. Sa voiture fut rapidement retrouvée sur un parking proche du lieu où elle était censée courir, mais aucune trace de Laurie. Mark était très inquiet, cela ne ressemblait absolument pas à Laurie, de plus, elle était enceinte et elle n'aurait jamais manqué son travail sans prévenir. Il rappela donc les policiers à 10h30 pour signaler officiellement sa disparition. Les policiers commencèrent donc immédiatement leur enquête et ils se rendirent au domicile familial pour examiner la maison et les alentours. Ils remarquèrent immédiatement plusieurs faits troublants qui, pris indépendamment les uns des autres, pourraient sembler être des détails, mais qui mirent immédiatement la puce à l'oreille des enquêteurs. Déjà, premièrement, ils se rendirent rapidement compte que le sac à main de Laurie était toujours présent chez elle avec tous ses papiers d'identité à l'intérieur. Toutes les femmes qui me regardent, je pense, seront d'accord pour dire que nous les femmes, nous sortons rarement, voire jamais sans notre sac à main, d'autant plus lorsqu'on doit prendre la voiture. Alors c'est vrai que ça peut arriver, mais c'est plutôt rare. C'était là le premier drapeau rouge. En fouillant un petit peu plus dans la maison, ils remarquèrent également que l'alliance de Laurie était toujours sur la commode. Les enquêteurs se demandèrent alors pourquoi elle avait retiré son alliance pour aller faire son jogging. Alors, c'est vrai que ce sont des choses qui arrivent, mais dans ces circonstances-là, et avec toutes les autres preuves qu'ils vont découvrir, cela constitua le second drapeau rouge. Les enquêteurs trouvèrent également ses clés de voiture. Alors, comment se faisait-il que sa voiture ait été retrouvée sur un parking loin de chez elle, alors que ses clés étaient toujours à son domicile? En examinant la voiture de Laurie, les policiers constatèrent que le siège conducteur avait été reculé comme si une personne de grande taille avait été la dernière personne à la conduire. Cela leur sembla tout de suite suspect car Laurie était plutôt petite de taille. Au domicile du couple, ils trouvèrent également de nombreuses autres choses suspectes. Notamment une lettre écrite par Laurie qui inquiéta un petit peu plus les enquêteurs. Le joli couple que formait Mark et Laurie semblait rencontrer des problèmes. En effet, sur la lettre, Laurie avait écrit « Je veux vieillir avec toi, mais je ne peux pas le faire dans ces conditions. Je ne peux pas imaginer ma vie sans toi, mais si les choses ne changent pas, je demanderai le divorce. » De plus, la maison, et plus particulièrement la salle de bain, était particulièrement propre, comme si quelqu'un venait d'y faire le ménage. Ça sentait encore la javel. Mais c'est dans la chambre du couple que les enquêteurs firent la plus troublante des découvertes. En effet, ils constatèrent qu'il y avait un nouveau matelas sur le lit ainsi que des nouveaux draps. Ce qui mit immédiatement la puce à l'oreille des enquêteurs, c'est que les draps étaient encore pliés comme s'ils venaient d'être sortis de leur emballage. Dans la voiture de Mark, ils trouvèrent une facture pour ce fameux matelas et grâce à cette dernière, ils purent déterminer que Mark avait acheté le matelas le jour même à 10h23. Ce qui signifie qu'il avait acheté ce dernier exactement 16 minutes après avoir signalé la disparition de sa femme. Vous conviendrez que c'est assez curieux qui, alors que sa femme vient de disparaître, va dans un magasin pour y acheter un matelas et des draps au lieu de rechercher son épouse enceinte et s'inquiète à refaire le lit dans sa chambre. Et enfin, sur la table de chevet, ils trouvèrent un couteau de chasse avec des traces de sang frais. Mais Mark avait une explication pour chaque chose. Le couteau de chasse était un couteau qu'il avait récemment utilisé et qu'il avait laissé sur la table de chevet. En ce qui concerne le matelas, il raconta alors aux enquêteurs que quelques jours auparavant, Laurie avait eu ses règles et qu'elle avait taché le matelas, aussi ils avaient décidé de le changer. Il raconta alors avoir jeté le matelas taché dans une benne à ordures il y avait quelques jours de cela. Et lorsque les enquêteurs lui demandèrent justement où ils avaient dormi entre-temps, eh bien Mark leur répondit que tous les deux avaient dormi sur le sommier sans aucun matelas. Bien évidemment, les enquêteurs ne crurent pas un seul mot de ce qu'il racontait. Il était très improbable que le couple, Laurie étant enceinte, ait dormi durant plusieurs jours sur un sommier sans matelas. Tous les soupçons étaient à présent tournés vers Mark. Les médias s'emparèrent de l'affaire et Mark fut dans un premier temps soutenu par toute la communauté. Il fit même une apparition télé au bord des larmes. Les jours passaient et Laurie était toujours introuvable. Les enquêteurs étaient à présent persuadés que Mark n'était pas étranger à la disparition de sa femme. L'analyse médico-légale confirma que les traces de sang retrouvées sur le couteau de la chambre à coucher
appartenaient bel et bien à Laurie. De plus, en examinant la voiture de Mark, ils retrouvèrent des traces de sang de son épouse à l'intérieur. En cherchant dans les différentes bennes du quartier, les enquêteurs réussirent également à retrouver le matelas jeté par Mark dans une benne se situant à quelques pâtés de maison du domicile du couple. Le plus inquiétant, c'est que ce matelas avait été en partie découpé. Toute une partie du matelas avait été retirée. L'étau était lentement en train de se resserrer autour de Mark. C'est alors que durant l'enquête, la police reçut un appel leur signalant qu'un homme nu déambulait près d'un motel. En arrivant sur les lieux, les policiers trouvèrent Mark entièrement nu. Il ne portait que ses sandales, il semblait délirant. Il fut donc emmené et interné dans un hôpital psychiatrique. Pendant ce temps-là, la police continuait à rechercher des preuves, il n'avait pas de corps et sans corps, ils ne pouvaient pas prouver qu'il y avait eu meurtre. Ils entreprirent donc de fouiller un petit peu plus dans le passé de Mark et ils y firent de troublantes découvertes. Dans un premier temps, ils découvrirent que Mark n'avait jamais été inscrit à l'université de médecine. Pire, cela faisait 2 ans qu'il avait abandonné ses études. Il semblait donc avoir menti à sa femme, mais aussi à sa famille, et ce depuis de nombreuses années. Quand ces révélations furent publiques, ce fut un véritable choc pour toute l'opinion publique. Les amis et la famille étaient sous le choc, ils avaient toujours soutenu Mark, ils n'avaient jamais cru à toutes ces rumeurs qui avaient couru à son sujet, mais à présent, ils avaient des doutes. Mark, lui, de son côté, était toujours interné en hôpital psychiatrique et les policiers pensaient qu'il avait fait exprès pour se faire passer pour fou. D'ailleurs, il ne fit pas illusion bien longtemps. Les différents experts qui l'examinèrent conclurent que cet épisode de folie était une simulation de Mark. En effet, s'il avait vraiment fait un épisode délirant, il n'aurait pas pensé à remettre ses chaussures après s'être entièrement déshabillé pour courir dans la rue. 2 frères de Mark décidèrent alors de se rendre à l'hôpital et ils lui dirent « Nous avons besoin de connaître la vérité, que s'est-il vraiment passé ?» Et c'est alors que Mark craqua et confessa tout à ses frères. Depuis toutes ces années, il avait menti. Il avait menti à sa femme, mais il avait aussi menti à sa famille et à tous ses amis en menant une double vie. Mark avait abandonné ses études il y avait plus de 2 ans. Depuis 2 ans, il vivait une vie de mensonge. Il mentait à tout le monde, à sa femme et à sa famille. Tous les matins, il faisait semblant de partir à l'université, il préparait ses affaires, il mettait des livres dans son sac et il partait sur le campus. Lorsque Laurie, elle, partait travailler, il revenait en douce à la maison et il passait sa journée à jouer à des jeux vidéo. Pour rendre son mensonge plus crédible, le soir, il faisait semblant d'avoir passé une dure journée, il s'enfermait même parfois pour travailler sur ses cours. Il y arrivait aussi de donner rendez-vous à Laurie sur le campus pour sa pause déjeuner. Durant de longues années, il s'était donné beaucoup de mal pour faire vivre ses mensonges, il menait carrément une double vie. Alors vous allez me dire, comment se fait-il qu'il ait obtenu son diplôme s'il avait abandonné ses études il y a plus de 2 ans ? Eh bien là aussi c'était un mensonge. Le jour de la remise officielle des diplômes, Mark était malade. En réalité, il avait pris des médicaments qui lui avaient provoqué des vomissements et il avait dit à sa femme et à sa famille qu'il était bien trop malade pour se rendre à l'université pour la remise des diplômes. Et sa famille l'avait cru. Il lui avait même organisé quelques jours plus tard une petite cérémonie intime en famille pour célébrer ce grand événement et à cette occasion-là, il s'était fait prendre en photo avec la robe et le chapeau comme s'il avait véritablement reçu son diplôme universitaire. Il avait même poussé le vice en organisant les mois précédents différents voyages dans tous les États-Unis pour soi-disant passer des entretiens pour des universités de médecine. Et devinez qui finançait tous ces voyages ? Eh bien, c'était Laurie. C'est elle qui rapportait la quasi-totalité des revenus du foyer. Par conséquent, c'est elle qui lui permettait d'acheter les billets d'avion, les nuits d'hôtel et qui assurait tous les faux frais. Elle croyait en son mari, en leur couple, et elle n'hésitait pas en se disant que lorsqu'il aurait enfin obtenu son diplôme, les choses s'inverseraient. Cependant, Laurie avait découvert le poteau rose.
Le 16 juillet, alors qu'elle préparait activement son départ pour la Caroline du Nord, elle appela l'université pour prendre des informations sur les aides financières qu'il proposait. Mais l'université lui répondit qu'il ne connaissait aucun Mark Hacking. Il n'y avait personne à ce nom inscrit chez eux et en réalité, il n'y avait même aucune personne à ce nom qui avait postulé. Laurie était totalement sous le choc, c'est tout son monde qui s'écroulait. Qu'est-ce que cela signifiait? En réalité, vous l'avez compris, c'était là le fameux appel qu'elle avait passé à son travail juste avant de partir en pleurant sans donner d'explication. Lorsqu'elle rentra à la maison, elle confronta immédiatement Mark. Celui-ci nia tout en bloc. Il y avait sûrement une erreur informatique, une confusion. Il tenta de rassurer Laurie en lui disant qu'il allait s'occuper de tout cela. Mais Laurie connaissait son mari, elle savait qu'il avait tendance à mentir et elle décida tout de même de creuser un petit peu plus pour voir ce qu'il en était réellement. Et, en s'y penchant, elle découvrit toute la terrible vérité. Laurie était sous le choc de toutes ces découvertes, mais malheureusement, sans le savoir, elle était aussi prise dans cet engrenage fatal. Alors que Mark n'était absolument pas inscrit à l'université, ils avaient planifié de déménager en Caroline du Nord, elle avait donné son préavis à son travail, elle avait raconté à tous ses amis et à sa famille qu'ils allaient déménager, et le pire, c'est que leur fête d'adieu allait avoir lieu le jour suivant. Aussi, elle décida de n'en parler à personne et de sauvegarder les apparences. C'est ainsi que le 16 juillet, lors de leur fête d'adieu, Laurie ne laissa rien transparaître. Elle était là, joyeuse, comme à son habitude, et même si certaines personnes avaient remarqué que par moments elle semblait préoccupée, tout le monde se disait que c'était sûrement la perspective du déménagement et de ce changement de vie qui occupait son esprit. Mais le soir, une fois la fête finie, Laurie n'en pouvait plus. Une violente dispute éclata entre elle et Mark et elle lui dit que si les choses ne changeaient pas, elle allait demander le divorce. Elle se retira ensuite dans sa chambre et c'est à ce moment-là qu'elle écrivit un dernier mot à Mark, celui retrouvé par les enquêteurs. Après lui avoir donné cette lettre, elle retourna se coucher dans sa chambre. Mark, lui, avait très mal pris les reproches et l'ultimatum que Laurie venait de lui mettre. Tout l'univers mensonger qu'il s'était construit risquait de s'effondrer. Et il ne pouvait pas se le permettre. Il était alors entré dans une colère monstre et avait décidé de la faire payer. Aussi, alors qu'elle dormait paisiblement dans son lit, et je vous le rappelle alors qu'elle était enceinte de 5 semaines, il prit son arme et entra dans la chambre sans bruit. Là, il s'avança lentement près du lit dans lequel dormait sa femme, il pointa l'arme à l'arrière de la tête de celle-ci et il tira. Il avoua alors à ses frères qu'il avait fait cela pour protéger sa fausse vie, ses mensonges. Lorsque, comme Mark, on ment de la sorte, on se laisse entraîner par ses mensonges et ça ne finit jamais bien. Je ne suis pas sûre qu'il réfléchissait beaucoup, cependant c'était un drame programmé, un mensonge en entraînant un autre, il allait toujours de plus en plus loin dans sa fuite en avant, jusqu'au terrible drame. Après ces terribles révélations, les frères de Mark contactèrent la police pour tout leur raconter. Suite à cela, il fut arrêté, mais encore fallait-il trouver le corps. Il raconta aux enquêteurs qu'il avait jeté le corps de Laurie dans une benne à ordures du quartier, alors qu'il savait que le jour même, elle allait être collectée. Le corps de Laurie se trouvait donc probablement dans la décharge publique, où il y avait plus de 4000 tonnes de déchets. Les enquêteurs entreprirent donc de retrouver le corps de la malheureuse au milieu de tout cela, et ce n'était pas une tâche facile. À plusieurs reprises, ils trouvèrent des cheveux pensant que c'était le corps de Laurie, mais en réalité c'était des simples poubelles d'un salon de coiffure. Puis, le 1er octobre 2004, soit 2 mois après les aveux de Mark, l'un des enquêteurs tomba sur une masse de cheveux frisés identique à celle de Laurie. En y regardant de plus près, il vit que c'étaient là les restes d'un corps. Mais celui-ci était très abîmé et ce ne fut que grâce à l'analyse de la mâchoire, des dossiers dentaires, qu'ils réussirent à identifier le corps comme étant celui de la pauvre Laurie. Cependant, le médecin légiste ne put pas déterminer les causes exactes de la mort. Vous vous rappelez du couteau de chasse avec le sang de Laurie retrouvé sur la table de chevet? Eh bien, certainement qu'il avait été utilisé pour découper le matelas ensanglanté.
Le 15 avril 2005, Mark conclut un accord. Il plaida coupable et fut ainsi condamné à perpétuité avec une peine minimale de 6 ans. Oui, vous avez bien entendu, une peine minimale de 6 ans pour avoir tué sa femme enceinte. D'ailleurs, à ce sujet, sachez que l'état du corps n'a pas permis de déterminer si, au moment de sa mort, Lori était véritablement enceinte. Alors le fait qu'il ait une peine minimale de 6 ans ne veut pas dire qu'il va sortir au bout de 6 ans, ça veut juste dire qu'au bout de 6 ans, il aura le droit de demander une libération conditionnelle. En effet, en état, les peines de prison sont indéterminées avec une durée minimale, ici 6 ans, et une durée maximale, ici la perpétuité. Si vous êtes scandalisé par la légèreté de cette peine, eh bien vous n'êtes pas les seuls. Depuis cette affaire, la loi a changé en 2006 et la peine minimale a été allongée à 15 ans lorsqu'un projet de loi portant le nom de Lori a été promulgué. De plus, la commission des libérations conditionnelles a affirmé qu'étant donné les horribles circonstances de ce meurtre, Mark purgerait au moins 30 ans. Il sera éligible à une libération conditionnelle en 2035. Le 6 juin 2005, son père a lu publiquement une lettre écrite par son fils dans laquelle il exprimait ses profonds regrets. « Je sais que ma place est en prison, je passerai mon temps là-bas à faire tout ce que je peux pour réparer les nombreux torts que j'ai commis, bien que je me rende compte que l'expiation complète est impossible dans cette vie. J'ai beaucoup de guérison et de changements à faire, mais j'espère qu'un jour je pourrai devenir l'homme que Lori a toujours pensé que j'ai été. Pour les nombreuses personnes que j'ai blessées, je suis plus désolée que vous ne pourriez jamais le penser. Chaque jour, mon âme brûle de tourments quand je pense à ce que vous devez traverser. J'aimerais pouvoir enlever votre douleur. J'aimerais pouvoir reprendre tous les mensonges que j'ai dits et les remplacer par la vérité. J'aimerais pouvoir remettre Lori dans vos bras. Ma douleur est méritée, la vôtre ne l'est pas. Du fond de mon cœur, je vous demande pardon. Il n'existe pas de mensonge inoffensif, aussi petit soit-il. Vous pouvez penser qu'un mensonge ne fait que blesser le menteur, mais c'est loin d'être la vérité. Si vous parcourez un chemin de mensonge, arrêtez-vous maintenant et faites face aux conséquences. Quelles que soient ces conséquences, elles seront meilleures que la douleur que vous causez à vous-même et aux autres. Ce fut la dernière déclaration de la famille. Aujourd'hui, Mark est toujours en prison, 17 ans après avoir plaidé coupable. Il s'est distingué en 2006 en se faisant prendre à vendre des objets personnels et des autographes par le biais d'un site en ligne, Murder's Auction, qui est un site dédié à la vente d'objets appartenant à des meurtriers reconnus. La famille de Lori, quant à elle, a fait retirer le nom de hacking de sa pierre tombale. On a tous une fois croisé ce qu'on appelle communément un mytho, c'est-à-dire quelqu'un qui ment pour tout et n'importe quoi. Personnellement, j'en ai croisé plusieurs, que ce soit dans ma vie privée ou dans ma vie professionnelle. Alors, c'est vrai qu'on a tendance, lorsqu'on croise quelqu'un qui ment un petit peu trop, à le traiter de mytho. Mentir, c'est un phénomène normal chez l'enfant qui apprend petit à petit à faire la différence entre la réalité et ce qu'il veut, ce qu'il rêve. Il nous arrive à tous d'enjoliver un petit peu la réalité, de raconter des petits mensonges à droite à gauche, mais il y a une réelle différence entre le mensonge et la mythomanie. La mythomanie est un trouble de la personnalité. C'est une tendance pathologique à travestir et transformer la réalité sans en avoir véritablement conscience. Et c'est là que se trouve toute la différence entre un mythomane et un manipulateur. Dans la plupart des cas, le mythomane altère la réalité pour la rendre plus acceptable à ses yeux. Le mythomane ment et affabule pour se mettre en valeur aux yeux des autres et pour compenser une très faible estime de soi. Par manque de confiance en lui, il fuit une réalité qu'il ne peut pas accepter sans souffrir. Avant tout, je tiens à préciser que je ne cherche pas à lui trouver des excuses. J'essaie juste de comprendre comment il a pu en arriver là, comment il a pu en arriver à tuer sa femme enceinte pour éviter d'avoir à affronter la réalité. Comme je vous l'ai dit dès le départ, Mark appartenait à une famille très reconnue au sein de la communauté mormone. Il faisait partie d'une grande fratrie de 7 enfants et à l'image de ses frères et sœurs, il se devait d'être à la hauteur du rang de ses parents. J'imagine que c'est pas facile dans une famille de 7 enfants de se faire une place. Aussi, Mark, depuis son plus jeune âge, avait tendance à attirer l'attention en faisant le clown et en racontant des mensonges. Il inventait par exemple de fausses chutes, de fausses agressions. C'était sa façon à lui d'attirer l'attention, d'exister.
Je pense que durant toute sa vie, il s'est senti obligé de travestir qui il était pour répondre à ce qu'il pensait être les attentes de sa famille et de la communauté. Mais à 19 ans, lorsqu'il est parti faire son voyage missionnaire, il a découvert un tout autre univers, tout un tas de choses auxquelles il n'avait pas accès jusqu'alors, notamment l'univers des jeux vidéo, et il s'est laissé tenter. De retour chez lui, il a continué à jouer le rôle du parfait petit ami, du gendre idéal, du futur médecin, faisant mine de suivre les traces de son père. Mais au fond de lui, Mark n'était pas cet homme-là. Contrairement à ses frères, dont l'un était médecin et l'autre ingénieur, lui ne se sentait sûrement pas à la hauteur. Il n'avait certainement pas envie d'étudier pour devenir médecin. Lui, ce qu'il voulait, c'était aucune pression, aucune contrainte, il voulait juste être tranquille. D'ailleurs, vous devez certainement vous demander ce qu'il faisait durant tout ce temps libre pendant que tout le monde pensait qu'il était à l'université pour étudier. Eh bien, il avait pris l'habitude de fréquenter certains cafés du quartier dans lesquels il se relaxait et il en profitait pour fumer des camels menthol et boire des sodas. Il se faisait passer pour un thérapeute et demandait de ne surtout jamais dire à sa femme qu'il fumait, car étant donné qu'ils étaient mormons, cela ne lui était pas autorisé. Aussi, Mark avait développé une véritable passion pour les jeux vidéo qui sont également proscrits par l'église mormone. Il jouait donc en catimini pendant que sa femme travaillait. Mark, en réalité, ne semblait pas avoir d'ambition particulière. J'imagine qu'il devait se dire que ce mode de vie n'était pas tolérable et acceptable, et pour continuer à se conformer à l'image que les autres se faisaient de lui, il est ainsi entré dans une sorte d'engrenage fatal. Alors la différence entre un mythomane et un manipulateur, c'est que le mythomane n'a pas toujours conscience de ses mensonges, il finit parfois même par y croire. Dans notre affaire, et n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, je pense que Mark avait une certaine propension au mensonge, mais je pense que c'était avant tout un manipulateur et un égoïste. Selon moi, ces mensonges étaient délibérés, il en avait parfaitement confiance et il mentait seulement pour ne pas avoir à affronter et reconnaître ses erreurs. C'était pour lui une façon assez simple d'attirer l'attention et de se valoriser. Il avait construit un monde parfaitement structuré où chaque mensonge en entraînait un autre. Il était dans une fuite en avant perpétuelle. Et j'imagine que les choses étaient allées tellement loin que lorsque Lori a découvert toute cette affaire, cela a été absolument intolérable et inacceptable pour lui. Il n'était pas prêt à assumer ses mensonges, à reconnaître et assumer ses erreurs, et c'est bien ce que Lori lui demandait. Et c'est là que se trouvait tout le problème. Elle voulait qu'il assume et qu'il reconnaisse ses erreurs, mais Mark n'était pas prêt à le faire. Il ne pouvait pas se résoudre à ce que ses parents, ses frères, ses sœurs, ainsi que les autres membres de la communauté découvrent ses mensonges et ses échecs. Il serait devenu la risée de tous et ça, il ne pouvait pas le permettre. Il ne pouvait pas laisser Lori exposer ses mensonges et ainsi détruire l'image qu'il renvoyait à tous. Dans une perpétuelle fuite en avant, il a sûrement décidé que la meilleure solution serait de la faire disparaître. En faisant disparaître la seule à connaître sa double vie, il pouvait ainsi continuer à préserver les apparences auprès de sa famille et des autres membres de la communauté. Il s'imaginait peut-être qu'il allait passer pour le pauvre veuf éploré. C'était une nouvelle fois une façon d'attirer l'attention. Il aurait ensuite quitté l'Utah pour la Caroline du Nord et il aurait enfin pu vivre la vie qu'il voulait sans le poids du regard des autres. Il s'était construit une vie entière basée sur le mensonge, il avait inventé de faux diplômes, il avait organisé de faux voyages pour appuyer ses mensonges, il faisait semblant le soir de travailler ses cours auprès de Lori. Tout ceci me laisse supposer que Mark était en réalité un véritable manipulateur. J'ai beaucoup de peine pour la pauvre Lori qui vivait depuis plusieurs années une histoire d'amour avec un homme qu'elle ne connaissait en réalité pas vraiment. C'est terriblement triste de se dire qu'alors qu'elle pensait que tout se déroulait à merveille dans sa vie, elle était enceinte après 5 ans de mariage, son mari entrait enfin à l'école de médecine comme il l'avait, semble-t-il, toujours rêvé. Malheureusement, ce château de cartes s'est soudainement effondré et, fidèle à lui-même, égoïstement, Mark avait décidé de se débarrasser froidement de celle qui partageait sa vie, celle qu'il avait toujours soutenue et qu'il avait juré de chérir. Cet acte immonde et égoïste avait pour seul but de préserver sa vie de fainéant ainsi que l'image très flatteuse qu'il renvoyait auprès des siens.
J'espère que malgré la tristesse de cette affaire, vous avez apprécié de la découvrir en ma compagnie. Dites-moi en commentaire si vous aussi vous connaissez des gens qui mentent de façon compulsive et exagérée. Bien évidemment, je remercie tous ceux qui sont encore avec moi à la fin de cette vidéo. Si c'est votre cas, vous pouvez me le signifier en inscrivant Laurie dans les commentaires. Si vous appréciez mon travail, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez également me rejoindre sur Instagram, le lien est en description. Merci encore à tous pour vos soutiens, que ce soit par le biais des super thanks ou alors des commentaires, des likes et des abonnements. On se retrouve mercredi prochain pour une prochaine vidéo. Je vous souhaite à tous une bonne fin de semaine. Je vous dis à très vite, mais jusque-là surtout, restons prudents!